Quand on va au festival Visa pour l'image et qu'on regarde le public s'intéresser à une série de photos, une exposition en couleur, où il y a malheureusement du sang sur certaines images, alors tous ne vont pas prendre la série à son début. Il y a une certaine appétence, un certain attrait pour les images un peu choc, un peu fortes, et donc une attirance vers ce rouge-là. Moi, ce que je trouve intéressant avec le noir et blanc, c'est que ça permet d'oublier ça et de repartir sur de la narration pure. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Avant de découvrir Neige Noire, son travail sur le Groenland, qui sera présenté en septembre prochain au sein du festival MAP de Toulouse, le photographe documentaire Olivier Laban-Mattei revient avec Yannick Le Guillanton sur son parcours de photojournaliste, d'abord à l'AFP, puis en indépendant pour prendre le temps de mieux analyser le cours du monde. Des années à saisir les grands événements de l'actualité internationale, du printemps arabe au Yémen, du tremblement de terre à Haïti en 2010, aux effets néfastes du boom minier en Mongolie. Son enquête sur la nouvelle paysannerie française, dont certains clichés ont rejoint la rétrospective que la BNF a consacrée à la France sous nos yeux, est représentative de sa volonté de s'inscrire dans le temps long, fidèle à une éthique tant à la prise de vue qu'à la post-production de ses images, qui privilégie l'humain délesté de ses artifices. Son utilisation de l'image en général et du noir et blanc en particulier sont les outils qu'il a choisis pour laisser la narration et la réflexion prendre le pas sur l'immédiateté du cliché choc que la presse se plaît tant à mettre en avant. Bonjour Olivier Laban-Mattei. Bonjour Yannick. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui au micro de L'Œil Écoute pour évoquer avec vous votre parcours, mais aussi pour parler de Neige Noire, un livre qui vient de paraître chez Emeria. Alors si vous le voulez bien, on va commencer avec une autre de vos actualités, puisque vous êtes l'un des 200 lauréats de la commande publique lancée par la BNF et le ministère de la Culture, avec un projet qui s'intitule Les Sentinelles de la Terre. Ces photographies, elles nous ramènent à une image ancestrale low-tech de la paysannerie, et en même temps, elles témoignent d'un mouvement contemporain qui propose un modèle alternatif à l'agro-industrie. Dans le sillage de ces femmes et de ces hommes dont le quotidien peut paraître âpre, vous semblez aussi nous alerter de notre totale déconnexion avec nos racines terriennes. Alors, beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont clairement déconnectés de la Terre. Et peut-être moi le premier, même si par ma mère je suis d'origine corse et l'attachement à la terre c'est quelque chose de très important. Mais évoluant en ville, c'est sûr que le rapport à la terre semble un peu loin. Pour autant, j'ai voulu aussi et surtout montrer cette nouvelle forme de paysannerie. Vous dites low-tech. Moi j'aurais plutôt tendance à la voir sous un nouveau jour, une nouvelle forme. C'est pas nécessairement la paysannerie ancestrale que j'ai voulu montrer, c'est vraiment une nouvelle forme de paysannerie, puisque les paysans qui aujourd'hui pratiquent cet art, c'est pas nécessairement des fils et des filles d'agriculteurs, c'est des gens qui viennent notamment par exemple de la ville, qui ont fait pour bon nombre de grandes études. Il peut y avoir des architectes, il y a effectivement des agronomes, des médecins, il y a des gens comme ça qui viennent de milieux très très différents et qui ont eu envie de réfléchir à une autre forme d'agriculture, loin des standards qu'on connaît actuellement. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, je pense qu'on peut convenir qu'on ne mange pas très bien, et beaucoup parmi ces paysans se sentent peut-être investis d'une certaine mission. Ils ont tendance à remettre de la vie dans la terre et autour d'eux. C'est-à-dire qu'au-delà de faire du bio, au-delà de faire des produits de qualité, c'est un milieu associatif qui se recrée autour de ces micro-fermes, qui est un mouvement très 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 vivant et que j'ai découvert en France. Moi, finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup voyagé, mais je connaissais très très peu la France. Et partout en France, ce milieu associatif est très très vivant.
Et d'ailleurs, en fait, vous avez, comme vous le dites, sillonné la France. Vous avez certainement découvert plusieurs régions à cette occasion, puisque ce qui est exposé à la BNF, donc on a 3 images qui sont accrochées actuellement dans le cadre de la commande publique. Je crois que vous avez dû déposer très certainement 10 images, comme l'ensemble des photographes, mais que votre série, en fait, si on la regarde sur votre site, elle est beaucoup plus large que ça. Oui, c'était la contrainte imposée par la BNF, effectivement. 10 images tirées et encadrées, 3 sélectionnées effectivement pour l'exposition La France sous leurs yeux, mais j'ai remis à la BNF quelque chose comme 140 photos. Ah oui. Oui. Et d'ailleurs, c'est un travail qui, pour moi, continue. C'est finalement cette mission de la BNF est quelque part un pied à l'étrier, mais c'est un sujet qui me touche particulièrement, que je compte poursuivre dans les prochains mois, les prochaines années. Et qui a été édité par ailleurs, non ? Alors déjà, il y a 2 expositions à venir, une à Clermont-Ferrand et une du côté de Vendôme à Zone I. Là, c'est en partenariat avec la BNF. Maintenant, oui, à terme, un projet d'édition, oui, j'ai déjà des pistes. J'ai déjà aussi le nom de la personne qui écrira, mais elle ne le sait pas encore. Voilà, mais en tout cas, oui, c'est un projet qui mérite d'être inscrit dans le temps et couché sur papier et mis dans un livre, parce que c'est une révolution qui est en train de se passer au niveau de la paysannerie en France. Ce que demandait justement la BNF, en fait, de radiographier, de documenter véritablement ce qu'est la France de ces années 2020. Alors, dans un contexte international, cette fois, vous avez un long parcours de photojournaliste. Vous avez notamment travaillé pendant 10 ans pour l'agence France Presse et couvert l'actualité du monde, la révolution verte en Iran, les printemps arabes, le tremblement de terre en Haïti, l'Irak, le Yémen et j'en passe. Vous avez d'ailleurs 3 World Press à votre actif. Je voudrais savoir, lorsqu'on part en reportage pour rendre compte de ce qui se passe, est-ce qu'on part avec une trame qui fait l'objet d'une discussion à la rédaction, ou est-ce que finalement l'histoire s'écrit en fonction de ce que vous allez rencontrer sur le terrain ? Alors, petite précision, le printemps arabe et le Yémen, c'était après avoir quitté l'AFP. L'AFP. Non, il n'y a pas vraiment de trame quand on est photojournaliste pour une grande agence comme l'AFP. On va d'abord couvrir l'événement et bien souvent, on part du jour au lendemain, voire d'une heure à l'autre. Donc, on n'a pas nécessairement le temps de discuter en amont avec la rédaction sur la manière de traiter le sujet. Ce qui est évident, c'est qu'on a des codes, on a une certaine déontologie, on a une éthique de travail qui fait que de toute façon, où qu'on aille, on va appliquer toujours cette même rigueur professionnelle. Mais non, on ne part pas avec une idée préconçue, c'est souvent sur place qu'on se fait sa propre idée. Et souvent sur place aussi, on apprend à connaître le pays parce que y a bien des endroits que j'ai visités. Voilà, je ne connaissais pas grand-chose du pays avant d'y mettre les pieds. Et quand on arrive sur place, on est souvent dans une bulle. C'est une parenthèse dans la vie du pays. Alors une parenthèse qui peut être plus ou moins longue, c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs, mais en tout cas un moment dans la vie du pays, un moment de l'histoire du pays. Et dans ces cas-là, ce qu'on voit du pays, la culture, la manière de vivre des gens, l'histoire même du pays, passe en arrière-plan. C'est vraiment ce qui se passe à ce moment-là qui est prégnant et comment les gens réagissent à ce moment-là. Et nous, dans cet événement-là, il faut qu'on apprenne très très vite à évoluer, à comprendre les tenants et aboutissants pour aussi ne pas faire de faux pas, ne pas mal comprendre la situation. Bien évidemment, il y a une analyse sur le terrain, mais je ne peux pas dire non plus que quand je suis allé couvrir d'abord les élections présidentielles en Iran qui se sont transformées en révolution verte, ça on n'était pas au courant au départ que ça allait se produire, je suis parti assez vite finalement et je n'ai pas eu le temps de beaucoup me documenter sur le pays. Donc c'est sur place, c'est aussi en rencontrant les gens qu'on apprend. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé à un moment de quitter l'AFP. C'est cette frustration finalement de ne pas rester assez longtemps sur place et toujours dans un contexte très particulier qui fait que je n'arrivais pas à cerner, à saisir complètement la complexité du pays ou des enjeux. Voilà, je pense que pour bien comprendre un phénomène de société, quel qu'il soit,
il faut passer du temps. Il faut aussi passer du temps en dehors des grands événements, quand il ne se passe pas nécessairement grand-chose dans le pays. Et voilà, et avoir une autre approche de l'histoire. C'est une chose dont on va parler par la suite, puisque vous l'avez fait, évidemment. Et quand vous êtes en reportage pour la presse, ou que vous réalisez un projet plus personnel comme les Sentinelles de la Terre, en quoi votre écriture photographique, elle va être différente ? Est-ce que l'on peut parler, dans ce dernier cas, donc pour des projets plus personnels, d'une photographie plus engagée, alors que pour le photoreportage, il s'agirait d'un regard plus factuel ? C'est toujours la question qui revient entre subjectivité, objectivité, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de photo ou de photographie ou de traitement objectif de l'information, qu'on soit photojournaliste de news pour l'AFP ou photographe indépendant de documentaire. Je pense que où qu'on aille, on trimballe avec soi son background, sa culture, son regard, son avis sur les choses, et puis aussi parce que en fonction des situations, on peut pas nécessairement toujours aller voir à droite et à gauche. On peut être contraint par notre nationalité, par beaucoup de choses. De fait, il y a toujours une subjectivité. La photographie de base, c'est un cadre prise à un moment donné. Donc, pourquoi j'ai cadré à droite et pas à gauche ? Pourquoi j'ai cadré large et pas serré ? Pourquoi j'ai photographié à cet instant et pas à l'autre ? Ça tient forcément d'une conviction, d'un engagement. Pour la presse et pour le magazine, vous avez certainement des obligations de faire une double, de faire peut-être une courbe. Donc, il y a une liberté qui est moins forte que pour un projet véritablement personnel, même s'il s'agit d'une commande. Alors, déjà, dans les projets personnels, j'ai tendance à travailler essentiellement en noir et blanc. Donc là, oui, j'ai cette contrainte de la couleur quand je suis en commande pour un magazine. Quand je travaillais pour l'AFP, je me posais pas du tout cette question de double d'ouverture, de couverture, etc. On avait cette liberté de photographier un petit peu comme on le sentait. Il y a toujours eu une très grande confiance de la part de la rédaction envers les photojournalistes. Et j'ai jamais eu de pression éditoriale d'une part et de contraintes photographiques d'autre part, parce que de base, l'AFP distribue à tous les journaux du monde entier, et que chaque journal a ses contraintes de maquette et qu'on ne peut pas faire de photos différentes en fonction des journaux qu'on va abreuver. Mais effectivement, quand je travaille pour la presse magazine, là, je réfléchis un petit peu plus aux contraintes liées au magazine qui m'envoie. Et donc là, oui, je fais un petit peu plus attention. Très bien. Alors, dans un temps pas si éloigné que ça, les photoreporters envoyaient leurs films par avion depuis l'autre bout du monde. Là, en l'occurrence, je pense évidemment au terrain de conflit, aux guerres, etc., etc. On imagine qu'aujourd'hui, chaque soir, même si vous ne travaillez plus aujourd'hui pour l'AFP, vous dérochez votre journée sur ordinateur quand vous êtes à l'étranger et que vous faites un editing, un pré-choix. Est-ce que c'est réellement comme ça que ça se passe ? Et par ailleurs, vous n'êtes pas l'éditeur, mais est-ce que vous avez une part active en fait dans la sélection des images ? Alors, on a une part active de fait puisque c'est nous qui envoyons les photos, donc des images qui ne nous plaisent pas, on ne les envoie pas. Et si vraiment on est en désaccord avec l'éditeur qui voudrait absolument une image qui peut aussi fantasmer depuis son bureau parisien, je suis libre de dire que cette photo n'existe pas ou que je n'ai pas pu la faire pour telle ou telle raison. Donc j'ai quand même ce pouvoir puisque c'est moi qui envoie les photos, donc j'ai ce pré-choix. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'avant on envoyait une pellicule en fait, on envoyait un film. Tout à fait. Et l'autre avantage d'éditer, alors moi je suis un boulimique de l'image, je dors très très peu en mission, 3 à 4 heures par nuit, je passe mes nuits à éditer, justement à regarder ma production du jour. Pourquoi je fais ça ? C'est parce que ça me permet d'avancer dans la narration de mon histoire. C'est-à-dire que de voir au jour le jour les images, ça me permet de voir déjà ce que j'ai fait, ce qui est correct, ce qu'il faut améliorer, ce qui manque. Comme ça, je progresse. C'est vrai que quand on envoyait les films, alors je dis moi ça m'est pas vraiment arrivé. J'ai commencé effectivement en film, mais à ce moment-là, j'étais basé en Corse et je développais moi-même. On avait les scanners, j'avais pas besoin d'envoyer mes films, j'étais tout jeune. Mais ceux qui l'ont fait, effectivement, n'avaient pas la main sur leur editing. Finalement, ils savaient à peu près à quel moment ils avaient déclenché, mais est-ce que la photo était bonne ou pas ? Est-ce qu'elle avait la force qu'ils imaginaient ou pas ? Ça, c'était celui qui développait au labo qui pouvait le dire. Et finalement, ils construisaient leur histoire sur aussi ce qu'ils imaginaient de leurs images et pas ce qu'ils voyaient réellement.
Donc là, c'est quand même la force du numérique de pouvoir construire au jour le jour, surtout pour les projets longs. C'est toujours très très intéressant de revenir sur sa production des semaines, des mois après, et découvrir des petites pépites qui ont pu passer comme ça inaperçues sur le moment, et des images qui peuvent être très importantes parce qu'elles vont permettre une pause dans le récit, elles vont permettre un nouveau souffle, etc., une liaison. Voilà, ces images-là qu'on n'imagine pas tant qu'on n'a pas construit l'ensemble de l'histoire. On le voit d'ailleurs sur votre site, puisqu'il y a des images qui sont pas décontextualisées, évidemment, mais des focus sur, je sais pas, une chaussure, un filet, une ambiance, en fait, qui permet aussi, comme vous le dites, d'avoir une respiration, j'imagine, dans un reportage qui peut être peut-être un peu difficile parfois. Une respiration et puis un contexte. C'est important, le contexte. Alors de même, depuis qu'on est passé au numérique, il me semble qu'il y a pour tous les photographes un travail de post-prod. Elle existe évidemment pour la commande et le travail d'auteur, c'est tout à fait évident, mais est-ce qu'elle existe également pour la photographie de presse ? Est-ce qu'on peut, puisque quand on fait de la post-production, on magnifie généralement les images, est-ce que pour le coup c'est possible pour la photographie de presse ? Ça a toujours existé, hein. Avant c'était sous l'agrandisseur, mais il y a eu, alors ça a un peu changé, les attaques ont un peu baissé ces derniers temps, mais Photoshop a été très très ciblé il y a encore peu de temps. Mais j'ai jamais vraiment compris la chose, puisque sous l'agrandisseur, on se permettait tous les traitements possibles. Alors pour la presse, évidemment, on va peut-être un peu moins loin, mais qu'est-ce que c'est aller loin ? Moi, mon éthique de travail, elle est claire, et ça, je le dois à l'AFP, et je les remercierai jamais assez. Et je me l'applique d'ailleurs, cette éthique, dans mes projets perso. Au-delà du fait que ce soit du noir et blanc, je ne vais travailler que sur les courbes de base. On parle pas de peinture, hein, parce que c'est vrai que on a pu voir certains photographes qui avaient la main très très lourde sur les curseurs, qui poussaient très très loin, qui manquaient aussi de recul sur leur post-production, hein. C'est bien pour ça que certains, d'ailleurs, délèguent à un professionnel. Et c'est assez nouveau, comme on l'a vu également pour les films qui étaient développés à Paris, alors que les photographes se trouvaient à l'autre bout du monde. C'est souvent maintenant le photographe qui fait la post-prod, alors qu'autrefois, c'était le travail du labo. Oui, et ce qui est intéressant, c'est finalement, même en news, chaque photographe a un petit peu sa patte. Alors il y a son œil, hein, le cadrage, etc. Mais il y a aussi la patte post-prod, hein. Il y a des séries comme ça, on peut très très vite les identifier, on peut très très vite savoir qui les a faites par rapport à la patte de la post-production. Alors ça va encore une fois jouer sur quelques curseurs. Mais l'éthique veut en photojournalisme qu'on n'ajoute pas un élément, qu'on n'enlève pas un élément, et ce genre de choses, voilà. Après, les boîtiers eux-mêmes ont une certaine interprétation de l'image. Vous prenez un Nikon, un Canon, un Sony, vous faites la même image avec les mêmes réglages, vous verrez que chaque capteur a vu l'image différemment. Donc déjà, les boîtiers eux-mêmes interprètent les couleurs. Donc que le photographe le fasse, qu'il ait sa patte, moi ça ne me choque pas. Au contraire, ça donne une identité qui est souvent au profit de l'information. Et c'est aussi ce qui explique que les photographes, au-delà de l'usage du boîtier, soient plus fidèles à une marque qu'à une autre et à un modèle qu'à un autre. Oui, et puis il y a le côté pratique aussi. Moi, j'aime bien travailler avec des petits boîtiers pour être le plus discret possible. J'ai pas besoin de téléobjectif. L'idée, c'est d'être près des gens. Donc je vais être effectivement avec très très peu de matériel sur moi. D'autres utilisent des gros boîtiers pour d'autres raisons, et voilà. Alors, Olivier, c'est la couverture du tremblement de terre en Haïti qui va vous pousser à prendre votre indépendance en 2010. C'est aussi cet événement qui vous a détourné de la couleur, qui est une quasi-obligation pour le traitement des news. Est-ce que le noir et blanc est un moyen de prendre plus de distance, de ne pas tomber dans le sensationnalisme ou l'émotion immédiate ? Alors en effet, j'ai couvert le tremblement de terre d'Haïti en 2010 pour l'AFP. Je suis parti tout de suite, je me rappelle, j'étais sur un photocall, un rendez-vous avec Hugh Grant au George V, je crois. Voilà, dans un genre totalement différent. Un genre totalement différent. Il n'était pas encore arrivé. Il y avait d'autres photographes avec moi ce jour-là. Et puis coup de fil de l'AFP, tremblement de terre à Haïti. Est-ce que tu peux partir dans les 2 heures ? Donc là, j'ai abandonné Hugh Grant. J'ai juste eu le temps de passer chez moi, prendre quelques affaires, et puis j'ai filé à l'aéroport où attendait un
un avion de la République française qui partait avec les premiers secours à Haïti. Donc j'étais un des premiers à arriver sur place et j'ai constaté l'horreur absolue à Port-au-Prince. Donc j'ai travaillé pendant 2 semaines sur place. De l'urgence absolue, c'est-à-dire les morts partout dans la rue, à la question des cadavres, de la gestion des cadavres, et des épidémies, des risques d'épidémie, de la question des blessés, la question ce qu'on appelait des pillages, c'était beaucoup de la survie à l'époque. Il y avait aussi beaucoup d'entraide. Dès qu'on avait une information, on entendait quelqu'un qui était sous les décombres, on allait chercher quelqu'un. Enfin, voilà, c'était. Il faut pas croire que le métier de photojournaliste, ce n'est que faire des photos. Bien évidemment, on est partie prenante de l'histoire. Sinon, vous êtes impliqué, bien évidemment. On est forcément impliqué. Sinon, ça s'appellerait non-assistance à personne en danger. Hein. Donc, évidemment qu'on est impliqué, qu'on est touché par ce qui se passe. Et j'ai été particulièrement touché par ce qui se passait à Haïti. Au bout de 2 semaines, mon agence me demande de rentrer. J'ai réussi à négocier 3-4 jours supplémentaires, mais pas plus. Et à mon retour, j'étais complètement heurté, touché parce que tout ce que j'avais vécu. Mais en même temps, je comprenais pas pourquoi j'avais dû rentrer. Alors pour des questions budgétaires, pour des questions de fatigue, ils voulaient faire tourner les effectifs et tout peut se comprendre. Mais de mon point de vue, c'était très difficile à admettre. D'autant que à ce moment-là, je m'étais fait aussi un petit réseau qui me permettait d'aller plus loin dans les histoires, justement au-delà du simple news, quoi, et qui était tout à fait intéressant aussi pour l'AFP, d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça. Il a fallu que je rentre, et donc j'ai commencé à négocier mon départ pour devenir indépendant, et je suis très vite retourné à Haïti derrière. Pour les élections. Pour les élections, alors oui, les élections, le choléra, l'ouragan, tout en même temps, c'était une période assez dramatique. Mais voilà, j'avais effectivement besoin de revenir. Et sur la question de la couleur et du noir et blanc, en effet, on peut appeler ça tel que c'est-à-dire que j'ai vécu un traumatisme, et ce traumatisme, je le revivais par ces photos. D'autant qu'elles ont été primées au World Press en couleur, mais je ne pouvais absolument plus vivre avec. Je les ai passées en noir et blanc. Alors c'est la seule série que j'ai vraiment passée en noir et blanc, mais depuis tous mes projets personnels, je les traite en noir et blanc. Ce n'est pas la seule raison, c'est pas mon traumatisme qui aujourd'hui encore me pousse à travailler en noir et blanc, bien sûr. Sur le noir et blanc, je pense qu'effectivement, on a cette distance intéressante. Alors, est-ce que ça nous éloigne du sensationnalisme ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette couleur très vive qui est le rouge du sang. Qui prend beaucoup de place visuellement, le rouge. Qui prend toujours beaucoup de dans place. La peinture, par exemple. Il suffit de voir, c'est très intéressant, quand on va au festival Visa pour l'image et qu'on regarde le public s'intéresser à une série de photos, une exposition en couleur, où il y a malheureusement du sang sur certaines images. Alors tous ne vont pas prendre la série à son début. Il y a une certaine appétence, un certain attrait pour les images un peu choc, un peu fortes, et donc une attirance vers ce rouge-là. Moi, ce que je trouve intéressant avec le noir et blanc, c'est que ça permet d'oublier ça et de repartir sur la narration pure. Et si on prend encore cet exemple de l'exposition, sur une série en noir et blanc, on va beaucoup plus prendre l'histoire à son début et suivre l'histoire photo après photo telles qu'elles ont été accrochées, plutôt que d'aller picorer à droite à gauche en fonction de certaines couleurs qui peuvent attirer l'œil. Alors je dis le rouge, mais ça peut être aussi des couleurs autres, flashy, qui vont attraper l'œil du spectateur. Là, on est sur quelque chose qui amène beaucoup plus à la narration et à une vue d'ensemble. Alors, Olivier, vous nous l'avez dit à l'instant, on sait que le photojournalisme est souvent éprouvant. Dans un entretien, Christine Spengler me parlait de la fumée et des odeurs qui continuaient de la poursuivre 50 ans après le bombardement de Phnom Penh. Quand on parle de stress post-traumatique, on pense bien évidemment aux victimes, mais beaucoup moins aux urgentistes, aux militaires et rarement à la presse.
Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que cela vient de la distance que doit observer le journaliste, alors même qu'il est paradoxalement au cœur des événements et que vous nous l'avez dit, vous prenez part à l'action. Évidemment, si vous voyez quelque chose qui se déroule devant vous, vous devez porter secours aux personnes qui se trouvent face à vous. C'est une question complexe parce que de plus en plus on parle de cette question des traumas chez les journalistes en général, hein, photojournalistes. Alors le photojournaliste est souvent plus exposé, il est en première ligne. On en parle un peu plus qu'avant. Je pense que il y a aussi le mythe qu'on a mis autour du photojournaliste. Je pense que Robert Capa nous a fait plus de mal que de bien. Si ta photo n'est pas bonne, c'est que tu n'étais pas assez prêt. Ça a tué bien des jeunes, cette phrase-là, parce qu'elle a été prise aussi au premier degré. Hein. Ce mythe du photojournaliste baroudeur... Qui est encore très présent dans l'inconscient collectif. Alors, qui est présent d'abord chez les jeunes. Je suis un peu moins jeune, j'ai vécu ça, moi aussi j'étais un peu comme ça. Mais qu'il était beaucoup chez les photographes des années 70, 80, 90, et il y a encore ce mythe-là qui demeure. Mais il y a une prise de conscience quand même un peu différente aujourd'hui, je trouve. Moi, notamment dans mon agence, l'agence Myope, on a des jeunes photojournalistes qui vont sur des terrains de guerre, qui prennent des risques, mais je les sens plus réfléchis que les va-t-en-guerre des années d'avant. Je trouve qu'ils ont un peu plus la tête sur les épaules. Alors peut-être parce que il y a eu tous ces gens avant qui... Certains ont malheureusement péri, d'autres ont pu malheureusement finir aussi alcooliques, dépressifs. On a des exemples comme ça autour de nous. Moi, je sais que certains de ces photographes-là, les voyant sombrer, m'ont fait réagir, m'ont fait prendre conscience aussi d'un certain nombre de choses. Aussi parce que j'ai des enfants et donc on évolue aussi comme ça. Mais je trouve que les jeunes aujourd'hui sont peut-être... Je fais des généralités, hein, bien évidemment, il y a encore des jeunes qui partent la fleur au fusil et malheureusement certains ne reviennent pas. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une prise de conscience. Est-ce que vous voyez une évolution du statut du photojournaliste? Il y a toujours une forme de fragilité qui existe, bien évidemment. Alors cette fragilité-là, elle est évidente dans le sens où... Comme on disait, le photojournaliste est exposé, donc il y a forcément une fragilité. Maintenant, j'ai pas non plus 40 ou 50 ans de métier qui me permettrait de bien cerner, de bien appréhender l'évolution sur des décennies, mais de ce que disent les plus anciens, qui sont encore sur le terrain, il y a quand même une dégradation de la condition du journaliste, en général, photojournaliste. Oui, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile, visiblement, de travailler sur le terrain. On sait que c'est difficile aujourd'hui, on sait que c'est très difficile, mais les plus anciens disent que c'était plus simple avant. En tout cas, on pouvait plus facilement s'en sortir. Aujourd'hui, les journalistes sont la première cible. Et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, dans un pays ravagé par la guerre, pour s'en apercevoir, hein. Il suffit de descendre dans la rue à Paris pour voir que les photojournalistes sont des cibles. On s'attaque de plus en plus à la presse et les chiffres de RSF sont éloquents d'ailleurs. Oui, j'ai vu d'ailleurs l'année dernière qu'il y avait 45 journalistes qui avaient perdu la vie. Et petite parenthèse, je pense qu'il est important de le souligner, mais ce qui permet sur le terrain souvent, très souvent, à un photojournaliste de s'en sortir, c'est la carte de presse. Or, aujourd'hui en France, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il n'y a plus que 277 photographes qui ont la carte de presse en France. Les conditions d'attribution sont complexes, peu peuvent prétendre à l'obtenir. Devant une commission ? Il faut passer devant une commission, il faut justifier d'un certain salaire. Moi, personnellement, je n'ai plus la carte de presse, parce que je ne travaille plus suffisamment régulièrement pour la presse. Or, mon travail, c'est un travail de journaliste. Mais comme je le fais dans le temps long, je n'ai pas assez de parution qui me permet d'avoir la carte de presse. Mais si je pars demain quelque part dans un pays compliqué, on va dire, ou même si demain je suis arrêté, nassé par des CRS lors d'une manifestation, je n'ai pas de papier pouvant me permettre de m'en tirer à moindre mal. Voilà. Ouais. Donc la carte de presse protège. La carte de presse n'est pas
le bouclier c'est magique vrai. qui permet d'éviter les balles, bien malheureusement. Mais dans un certain nombre de situations complexes avec des autorités compliquées, avoir la carte de presse permet de s'en sortir. Aujourd'hui, on a un vrai problème en France avec l'obtention de la carte de presse, l'attribution. Comme vous le dites, il s'agit plus de revenus et de parution, alors qu'il devrait s'agir théoriquement de déontologie et d'approche d'un sujet. Tout à fait. Alors, Olivier, vous n'êtes pas uniquement photographe. Vous avez co-réalisé avec Baptiste de Cazenove un documentaire qui s'intitule Apnée, et vous écrivez également. J'ai l'impression que vous réinventez constamment votre métier. C'est, semble-t-il, d'après ce que vous venez de nous dire, une nécessité aujourd'hui, j'imagine. Mais est-ce que c'est aussi un choix de votre part, un besoin de déplacer les lignes, une forme de challenge ? J'ai du mal à me considérer comme photographe, finalement. Quand on me demande ce que je fais, j'ai souvent du mal à le dire, du mal à expliquer mon métier, parce que je pourrais dire, allez, pour résumer, je pourrais dire narrateur. Et la photographie, l'appareil photo, pour moi, c'est un outil. Il y a des photographes que j'admire. Hein. Le premier d'entre eux, Alain Keller, qui, lui, est vraiment photographe dans l'âme. Hein, toujours son appareil en bandoulière. Il peut pas faire 2 mètres dans la rue sans faire une photo. Tout est sujet à photographie. Il vit par la photographie, pour la photographie. Je suis sûr qu'il dort avec son appareil photo. C'est le prolongement de son bras, de son œil, de son cœur, de son cerveau. Vraiment, c'est quelque chose de... C'est intrinsèque à... Voilà, c'est lui, quoi. Moi, l'appareil photo, c'est un outil. Et d'ailleurs, si je n'ai pas d'histoire à raconter, je ne vais pas faire de photos. Aujourd'hui, par exemple, on est ici en train de discuter, je n'ai pas d'appareil photo dans mon sac. C'est vrai. Je confirme. Enfin, je confirme. Alors, je suis pas allé voir dans votre sac, mais j'imagine que... Il se passe n'importe quoi dans la rue, il y a toujours un téléphone portable pour nous sauver maintenant. Donc, on a toujours quand même un petit quelque chose qui traîne. Mais je n'ai pas ce réflexe du photographe. C'est pour ça que j'ai tendance à ne pas me considérer comme photographe, mais plutôt comme narrateur. Et j'utilise différentes formes de narration, différents outils en fonction des choses que j'ai envie de raconter. Aussi parce que j'ai envie d'apprendre d'autres choses, j'ai envie d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Je suis un passionné, j'ai envie de découvrir d'autres univers. Un coup, ça va être le film, l'autre fois, ça va être l'écriture, et puis la photographie la photo qui reste toujours en toile de fond. Alors, je vous propose de basculer maintenant dans un autre univers, aux antipodes des pays chauds qu'on a pu évoquer, puisqu'il s'agit du Groenland, qui fait donc l'objet d'un livre chez Emeria. Je me suis demandé si pour vous, il y a un écho entre l'insularité de la plus grande île du monde avec la Corse, dont vous êtes originaire. Oui, je pense que d'une manière générale, je réfléchis mes sujets au long cours par ce prisme-là de l'insularité. Auparavant, j'avais travaillé pendant 1 an et demi en Mongolie, et même si la Mongolie est le pays enclavé par définition, il y a ce côté... Des enjeux similaires peut-être. Il y a ce côté insulaire finalement, puisqu'on a 3 millions de Mongols sur un territoire qui fait 3 fois la France, qui est entouré donc au nord par la Russie, et au sud par la Chine. Donc il y a ce côté un peu insulaire finalement, et ces Mongols qui... regardent au nord, qui regardent au sud, voilà, et qui sont là et qui défendent aussi leur culture, leur mode de vie, etc. Donc il y a déjà cette forme d'insularité. Il n'y a pas besoin d'être entouré d'eau pour avoir ce sentiment-là. Et en ayant vécu en Mongolie, finalement, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de similitudes avec les Corses que je connais un peu. C'est avec le côté sanguin déjà. mais voilà, c'est assez étonnant pour ça. Et le Groenland aussi, sous bien des facettes, on peut voir aussi une certaine similarité avec la Corse, notamment la question de l'indépendance. Je me doutais un peu de cette réponse. Ce projet sur le Groenland, vous l'avez mené aussi avec votre fils, Lisandro. Alors, Lisandro, lui, a fait un ouvrage de recueil de témoignages, une sorte de fiction, en fait, sur ce que serait le Groenland en 2050. Et vous, de votre côté, vous êtes aussi allé à la rencontre des gens, mais cette fois pour nous apporter une vision photographique et une vision littéraire sous forme un peu de nouvelles, de journal. Alors, à travers vos rencontres, on apprend énormément de choses d'un point de vue géographique, économique, politique et social, dont on n'a pas forcément conscience.
D'abord que cette île, elle est rattachée à la couronne danoise et qu'elle est grande comme l'Algérie, alors qu'elle ne compte que 57 000 habitants environ, qu'une grande partie de sa population vit dans la précarité, qu'elle subit une crise du logement patente, qu'elle est exposée à l'alcoolisme, au trafic de cannabis, et que sa jeunesse est désœuvrée avec un taux de suicide alarmant. Bref, on est loin de la carte postale qui est vendue par les croisiéristes ou du paradis blanc de Michel Berger. Néanmoins, ce qui transparaît dans cet environnement hostile, c'est qu'il y a aussi une forme de solidarité et une forte survivance de la culture inuite, malgré la modernité et la colonisation danoise d'il y a 3 siècles. Oui, alors sur la culture, une culture n'est pas figée. Quand j'entends les discours des politiques en France et ailleurs d'ailleurs sur voilà, la culture française, c'est ceci, c'est cela. Non, une culture, c'est d'abord une chose mouvante qui évolue sans cesse et la culture inuite ne fait pas exception. Et c'est une culture très métissée d'ailleurs, puisqu'il y a eu beaucoup de mélanges entre les Danois et les Inuits, les autochtones, les natifs. Oui, c'est ça qui fait la richesse d'une culture aussi. Et d'ailleurs, encore un point commun qu'on pourrait trouver avec la Corse. La Corse a été envahie 20 fois par les Étrusques, par les Romains, par les Génois, par les Vikings même. Et c'est cet ensemble de cultures allogènes qui ont fini par faire une culture autochtone. Donc c'est voilà une vraie richesse. Et aujourd'hui, les Inuits sont en train de penser leur futur. Alors, ils le pensent, mais en même temps avec certaines difficultés, parce que justement, c'est pas dans leur culture de penser à l'avenir. Et c'est pour eux l'avenir jusqu'à présent, enfin en tout cas jusque dans les années 60, c'était quelque chose d'assez cyclique. C'était en fonction des saisons. Et il y a ce mot qu'ils utilisent tout le temps, imaka, qui veut dire peut-être. C'est-à-dire que on fera si la nature décide. Donc c'est toujours la nature qui a le dernier mot au Groenland. Aujourd'hui, ils sont dans une projection un petit peu plus linéaire, plus occidentale, puisqu'ils ont l'indépendance dans la ligne de mire. Donc ils sont obligés de penser le futur autrement. Mais leur culture, ils essayent effectivement de l'adapter au nouveau mode de vie, de l'adapter aussi à cette jeunesse qui est à la recherche d'autre chose, à ce brassage culturel. L'anglais qui pénètre énormément le territoire. D'ailleurs, beaucoup d'adolescents au Groenland, par contestation contre la couronne danoise, refusent de parler danois entre eux. Ils vont parler anglais entre eux quand ils ne savent pas le kalaallisut, qui est la langue vernaculaire. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc tout évolue, tout change, et ce métissage-là fait la richesse de la culture inuite actuelle. Il y a une foultitude d'anecdotes, mais il y a des choses même très amusantes, si je puis dire, puisque vous racontez l'histoire d'un médecin, enfin c'est plutôt un médecin qui se livre à vous, et qui dit que les Inuits ont tendance à être hypocondriaques, puisqu'ils étaient soumis évidemment à des maladies très simples, des maux de tête, des problèmes peut-être pulmonaires qu'on soigne en Occident très très rapidement, mais qui pour le coup, eux, les emportaient définitivement. Donc ils ont tendance à consulter assez fréquemment. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Là, c'est le Danois qui parle, donc c'est sa vision que je rapporte. Il est chef de l'hôpital d'Ilulissat, dans le nord, et il constate que effectivement, les Groenlandais ont tendance à venir le voir pour un simple mot de tête qui pourrait être guéri en restant une journée à la maison avec un bon grog. Là, effectivement, ils viennent parce qu'ils ont cette mémoire du passé où chaque maladie pouvait être mortelle. Des maladies importées par les Danois. Donc voilà, c'est quelque chose qui est resté. La culture, c'est ça aussi. Dans les contextes difficiles, il y a toujours de la solidarité. Dans ce que vous avez pu voir par ailleurs, pas uniquement au Groenland. Voilà, dans les contextes de guerre, dans les contextes de famine, de catastrophe, quelle qu'elle soit, il y a toujours le pire et le plus beau de l'humanité. Et il y a toujours finalement un équilibre qui se crée comme ça. Il y a ce besoin de joie, il y a ce besoin d'humour, il y a ce besoin de sourire dans les pires moments. J'ai été souvent surpris par ça. Des gens qui vivaient des drames absolus et qui prenaient le temps de m'accueillir, de partager
un peu de thé avec moi et de plaisanter alors qu'ils venaient de vivre des drames absolus. C'est pareil dans une autre mesure, mais c'est pareil au Groenland. Certaines difficultés sont dépassées, surpassées par une certaine forme d'entraide. Mais cette entraide a quand même tendance à s'estomper parce que aussi l'esprit de la communauté disparaît. On a une société un peu plus individualiste, un peu comme en Occident. C'est d'abord devenu une société urbaine. Il y a un vrai plan des autorités de délocaliser les populations villageoises dans 3 centres urbains au Groenland et qu'il n'y ait à terme plus que ces 3 centres urbains. Il faut bien imaginer que les villes ne sont pas reliées par... Ça, vous l'expliquez très bien dans le livre. Ouais, les villes ne sont pas reliées par les routes. Au Groenland, il faut prendre le bateau ou l'avion pour aller d'une ville à l'autre et les villages en tant que tels sont très difficiles d'accès et le ravitaillement est très difficile. Donc, les autorités souvent se disent mais ça coûte une fortune d'aller ravitailler cette personne qui habite 1000 km au nord. Donc ils essayent de rapatrier tout le monde dans les villes qui développent. On va avoir une cité-État avec la capitale Nuuk dans peu de temps. Et donc toute la population qui va tenir dans ces 3 pôles, alors que le pays, comme vous le disiez tout à l'heure, fait la taille de l'Algérie. Donc on est sur des dimensions un peu saugrenues, surprenantes. Il y a des géographes qui ont réfléchi à la présence humaine sur le territoire et certains disent que de laisser quelques individus à différents points du territoire, ça permet d'identifier le territoire. De dire, ici, au nord, il y a 3 Groenlandais, on est au Groenland. L'étranger qui arrive, il est au Groenland. Ces 3 Groenlandais-là, tout au nord, ce sont des sentinelles, quelque part. C'est les premiers à accueillir l'étranger et par leur unique présence, scellent le territoire. On revient à votre sujet très récent à la BNF, une autre forme de sentinelle. Tout à fait. Alors, votre livre, il est très équilibré entre le texte et la photographie, ce qui est assez surprenant pour un livre de photo. On n'est pas vraiment habitué à ça. D'autant plus que ces textes, ce sont vos textes, bien évidemment. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on s'arrête sur la série qui précède le chapitre qui s'intitule « Mort en direct ». Alors, j'ai pris ce passage un peu au hasard. On retrouve des personnages qui figurent dans le chapitre précédent, puis il y a un glissement visuel vers des paysages, des sites urbains, industriels, et on fait face ensuite à des silhouettes qui nous préparent aux nouvelles rencontres que l'on va faire dans le chapitre suivant. J'ai l'impression qu'ici, votre editing, vous l'avez pensé un peu comme un travelling de cinéma, qui crée donc une véritable continuité entre les histoires que vous allez nous raconter. Oui, en effet, il y a ce côté travelling. On entre progressivement dans l'histoire. Je voulais vraiment qu'on y aille en douceur. Et d'ailleurs, on a tendance à parler de noir et blanc, mais c'est surtout des nuances de gris qu'il y a dans ce livre. Au départ, on est sur des gris très doux, et progressivement, on va avoir des gris plus marqués, plus denses, jusqu'à ce qu'on arrive à des noirs profonds. Pareil sur le décor. Au départ, on est sur quelque chose de très vaporeux, avec aussi des images un peu floues. Dans la tempête, on devine, on décèle quelques éléments urbains, et progressivement, on va arriver vers quelque chose d'un petit peu plus défini, jusqu'à arriver sur ces silhouettes et ensuite arriver au visage. Et est-ce que c'est pas un moyen aussi, ce flou esthétique, très, très beau, est-ce que c'est pas un moyen de nous indiquer subtilement que les choses, elles sont plus complexes qu'elles n'y paraissent, hein, et finalement de faire un focus, de rentrer un peu dans l'histoire, de mieux comprendre les choses? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'anti-carte postale, ce livre. Ce que j'avais déjà fait en Mongolie, en fait, on est sur une continuité, hein. Le travail au Groenland, c'est la suite, à la fois dans les thématiques et dans le traitement de l'image, dans la narration de ce que j'avais fait en Mongolie. Et il y aura un 3e volet, je l'espère, dans peu de temps. Qui se passera où, là, cette fois? Qui se passera en Laponie. Alors, la Laponie, c'est un terme péjoratif, on dit en Sapmi, donc avec les Saamis, qui vivent des situations qui peuvent être assez similaires, avec bien sûr des différences, mais assez similaires à ce que vivent les Groenlandais. Et l'idée donc de faire l'anti-carte postale, c'est justement d'expliquer que malgré l'image d'Épinal qu'on peut véhiculer sur ces pays, que ce soit la Mongolie aussi, hein, les images de steppe et de chevaux, les cavaliers nomades, etc. On a des dures réalités, et moi je voulais justement aller à contre-courant de ces images d'Épinal, alors avec peut-être une certaine violence, une certaine crudité,
un bon coup de pied dans la fourmilière, parfois ça fait du bien aussi. Et c'est un vrai plaisir en fait de découvrir ce livre complet, donc avec ces images, ces textes, et qui nous apprennent beaucoup de choses sur un pays dont on est véritablement ignorant, sauf à travers les images d'Épinal dont vous parliez. Oui, et je voudrais quand même préciser que ce livre, vous l'avez précisé tout à l'heure, il accompagne le roman d'anticipation de mon fils Lisandre, donc un Groenland imaginé en 2050. Juste la genèse du projet, parce que je la trouve assez intéressante. On est parti d'un livre qui a été écrit en 1931 par Akulung, qui est un poète et écrivain groenlandais, et qui imaginait son pays en 2021. C'est pour ça qu'on est parti en 2021. Alors moi, j'avais fait un travail préparatoire une année auparavant, mais on est parti ensemble, Lisandre et moi, en 2021, pour finalement comparer la vision d'Akulung 90 ans plus tôt, comment il imaginait son pays en 2021 et le pays tel qu'on pouvait nous le constater, mais jamais on l'a constaté seulement de nos yeux d'occidentaux. Bien évidemment, on a nos yeux d'occidentaux, mais ça a toujours été à la lueur de ce que les Groenlandais ont pu nous raconter de leur pays. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'important, et c'est pour ça que c'est important de passer du temps sur des sujets. C'est qu'on on a fait une centaine d'interviews. Alors, interview, c'est bien formel comme mot, mais en tout cas de rencontres approfondies, de personnes de tous bords, de toutes classes sociales, etc., qui nous ont raconté leur pays tel qu'ils le percevaient, tel qu'ils le comprenaient, tel qu'ils le ressentaient actuellement. Et on leur a posé la question de comment ils l'imaginaient en 2050, en 2051. Vous avez poussé les limites de cette fiction de 1930-1931. Exactement. Et en fait, l'idée de ce livre, du roman de mon fils, c'est d'aller dans les pas d'Akulung et de continuer l'histoire. Alors, c'est pas la même histoire, mais d'aller dans cette perspective d'avenir et de voir un peu à quoi pourrait ressembler le Groenland à l'aune de l'indépendance, peut-être, ou de la dépendance minière, de la dépendance peut-être à d'autres pays aussi. Voilà, une terre qui est au cœur des enjeux géopolitiques du XXIe siècle. Comment la petite population qui habite sur cette terre aux si grands enjeux va vivre, survivre ou revivre. Oui, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas précisée, mais bien évidemment, le réchauffement climatique accélère la fonte des glaces qui se trouve au niveau des pôles, et ça permet en fait l'exploitation de ces minerais particulièrement recherchés, que sont les terres rares, par exemple. Oui, et le Groenland est un gisement infini de terres rares, effectivement, mais d'autres minerais aussi très très convoités. Et c'est pour ça que l'éloignement de la couronne danoise risque de rimer avec une nouvelle dépendance à d'autres pays, notamment les États-Unis. Donald Trump voulait acheter le Groenland il y a de ça quelques années. Harry Truman l'avait convoité aussi à son époque. Et oui, c'est une terre très 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 convoitée qui est au cœur de tous les enjeux actuels. Et on a une population de 56 000 habitants au milieu qui essaye de s'en sortir. Je trouve que c'est intéressant de regarder le Groenland aussi parce que ce qui arrive aujourd'hui aux Inuits peut nous arriver demain. Le réchauffement climatique, en effet, la montée des eaux, ils la vivent aujourd'hui, on la vivra demain. Notre rapport à la nature va fortement évoluer. La nature va nous imposer des choix qu'elle impose déjà aux Inuits. Donc c'est intéressant de voir le Groenland sous cet aspect-là. Espérons que le constat sera moins noir. On retrouve d'ailleurs ici l'oxymore neige noire, avec ce côté très, très inquiétant sur le sujet. Mais il y a des choses positives aussi. Il y a des choses positives, c'est vrai. Je dois dire aussi que vous écrivez très bien et que ça rend la lecture très agréable. Alors, Olivier, avant que notre entretien s'achève, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel sujet vous travaillez ? Peut-être toujours les paysans, non ? Alors, le travail sur la paysannerie, je vais le reprendre. J'attends de rentrer d'un séjour au Yémen. C'est un travail pour la Commission européenne sur la question de la sécurité alimentaire. Ce sera un petit film. Et une fois que j'aurai terminé le montage, je recommencerai à travailler sur la paysannerie et je commencerai à chercher un peu d'argent pour
le troisième volet de ce triptyque donc qui se passera en Sapmi. Très bien, et alors on attend ça. Merci Olivier d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions. On peut donc retrouver vos aventures groenlandaises dans Neige Noire et une sélection d'autres images, notamment sur votre site labanmatei.photoshelter.com. Merci encore. Merci beaucoup Yannick. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes préférées. Et comme c'est les vacances, je vous propose qu'on se retrouve dans le prochain épisode à Lisbonne, chez Paolo Nozzolino, un photographe portugais dont la parole est rare.